Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après au moins 2 mois d'absence. C'est les examens, du coup j'ai pas trop le temps et il y avait des projets aussi. Je suis enfin seul à la maison, je vais pouvoir faire des vidéos. Bon. Alors, aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler? Alors déjà, je ne sais même plus ce que j'avais fait la fois passée, j'ai regardé mon plan. Ah oui, on avait parlé de virtualisation et d'abstraction. Bon, aujourd'hui on va voir toute autre chose qui n'a rien à voir. Ce sont les templates. Alors les templates, c'est un des mécanismes du C++ qui est le plus pratique et aussi le plus casse-couille, parce que j'ai déjà pété les plombs sur ces trucs-là, genre j'ai déjà pété une souris, et aussi un clavier. Bon, le clavier, je crois que c'était pour autre chose, mais enfin bon. Et on va voir ça aujourd'hui. Alors, déjà, mais qu'est-ce que c'est un template? Eh bien, on va déjà commencer par un petit exemple. On va faire une fonction. On va démarrer par ça. Alors, quel exemple je pourrais faire? Alors, je bloque toujours sur les exemples. Je dis toujours que je vais les préparer à l'avance, mais je ne le fais pas. On va faire une fonction d'addition, un truc vraiment con. Imaginons, on veut créer des fonctions d'addition. Hop, qui additionne juste deux nombres, hein, rien de bien complexe. Et on return A plus B. Donc voilà, jusqu'ici, rien de fort compliqué. On va vite fait afficher add A, I, B. Hop, voilà. Ok. Je compile et j'ai déjà fait une erreur évidemment, vu que A et B n'existent pas. 10 et 4. Hop. Alors oui, c'est normal si ma voix parfois peut partir en couille, je commence à être malade, hein. Toujours aux examens c'est comme ça. Hop, voilà. D'ailleurs j'ai eu l'examen de C++ aujourd'hui. Du coup ça tombe bien. Voilà, donc voilà, on a enfin des trucs qui fonctionnent. Mais si j'ai envie de faire la même fonction qui va avec les flottes, pourquoi pas le faire pour les flottes. Float A, float B, je ne sais plus écrire, j'ai la tête complètement dans le cul. Voilà. Du coup, on va en changer un pour que ce soit le float qui apparaisse. Ouais, évidemment, il faut que l'autre aussi, du coup. Comme ça, il détecte le bon prototype. Et il appelle la bonne fonction. Mais ça, c'est le polymorphisme. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, il faut lui dire. Là, déjà, on voit déjà qu'il y a du souci. Hein. Float et float. Sinon, il va croire qu'il va échapper le int. C'est bon, là? Voilà, ok. Là, c'est du polymorphisme, on avait vu ça au début. Et donc là, voilà, donc là, ça fonctionne bien, on a bien nos deux méthodes float. Mais il faut à chaque fois rajouter, c'est un peu casse-couille. Et ben, si j'ai envie de faire la même, mais pour les chars, même les chars, bon, on en rajoute une. Et puis, tiens, j'ai envie de faire la même fonction, mais qui additionnera des strings, pourquoi pas? Ça peut être drôle d'ajouter des strings. Et du coup, il va return, il va faire comme ceci. Normalement, ça devrait fonctionner. On va tester. A et BB, voilà. S'il te plaît, fonctionne, casse pas les couilles, merci. Voilà, donc là, on a créé 4 fonctions pour faire plus ou moins la même chose. Voilà, grâce au polymorphisme du C++, on peut créer plusieurs fonctions du même nom, avec des types différents en termes de signature. C'est les paramètres qui font la signature de la fonction. Voilà. Ok, donc là on a fait 4 fonctions à la place d'en faire une seule. Là justement c'est un petit peu casse-couille de chaque fois créer la même chose pour tous les types qu'on veut. Et si j'ai envie de créer une fonction qui additionne deux éléments d'un type que je ne connais pas à l'avance. Est-ce que c'est possible ça? Eh ben oui, c'est possible. Grâce au template, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc grâce au template, on va écrire une seule fois la fonction, donc le plan de la fonction si vous voulez. Et ce plan-là sera fonctionnel pour tous les types que l'on voudra. Hop, je vais déjà préparer les exemples d'exécution. 1, 2, 3, 4. Alors, le premier, on va faire avec 2, puis 3. Hop là. On va faire avec le char. Je mets explicitement le type, comme ça ne me met pas d'erreur. Hop. Donc j'ai mis float 5 et float 3.14. Voilà. Logiquement, ça fonctionne toujours, normalement, ouais. Voilà. Oui, bon, ça évidemment,
Problème du cout. On va caster en entier, sinon il pense qu'on return un caractère. Et du coup, il va chercher le code ASCII et pas le code décimal. Voilà. Ok, ça m'a l'air correct. Donc voilà ce qu'on veut faire. Sauf que j'ai pas envie d'utiliser à chaque fois, enfin de déclarer 4 méthodes les mêmes en fait. C'est pour ça qu'on va utiliser les templates. Alors, on va remplacer ça par un template. Comment est-ce que ça se déclare un template? Bon, déjà, on va vite fait faire le code. Ce qu'on veut, c'est une méthode qui s'appelle add, qui va retourner un certain type. Le type, on le connaît pas encore, d'accord? C'est un template, on va créer un plan de conception. Et ce plan de conception, donc cette fonction, sera utilisable pour plusieurs types. Donc en l'occurrence, ici, ce sera pour les int, float, char et string. Mais le type, on le connaît pas à l'avance. Du coup, on va mettre le type t, d'accord? On ne connaît pas encore, on ne sait pas encore comment on va l'utiliser. Mais on connaît le comportement de la fonction, on peut déjà l'écrire. Voilà. Donc voilà notre plan de la fonction. Maintenant, là, c'est pas encore bon. On va pas compiler. Il connaît pas le type T. Évidemment, il faut lui dire que le type T, c'est un type qui sera remplacé par après, par les types qui iront dans votre appel de fonction. Donc le int, le char, etc., etc. Même le string. Pour ça, on lui dit, d'accord, cette fonction-là est une fonction template. Entre chevrons, c'est là que ça devient un peu dégueulasse, vous mettez le mot-clé classe T pour dire, voilà, on a un template avec un type générique qui s'appelle T. Il faut le précéder du mot-clé classe ou type name. Type name, ça marche aussi. Pour ça, j'utilise toujours classe. Et ensuite, vous mettez le prototype de votre fonction classique avec le type T générique. C'est générique. C'est, si vous voulez, pour remplacer le void étoile du C++, voilà, le pointeur générique. Mais ici, c'est un peu différent quand même. Donc voilà, donc là, c'est pour ajouter deux valeurs d'un type quelconque. On crée une méthode template, enfin une fonction, pardon, template. Voilà. Alors oui, entre le mot-clé class et type name, je sais qu'il y a des différences, mais je ne les connais pas. Mais c'est très très minime. Pour ça, j'ai jamais utilisé l'autre. Invalide opérant to binary expression. Qu'est-ce que tu veux? Ah oui. Ah oui, il prend ça pas pour des strings à part entière. Du coup, on va lui préciser. Il prend ça pour des const char. Sauf qu'évidemment, on ne peut pas additionner deux pointeurs. Ça n'a pas forcément de sens. Hop, voilà. Ok, ça fonctionne. Donc là, eh ben, ça fait exactement la même chose. Vous avez alors ici 4 appels différents qui se réfèrent en fait à la même classe. Donc à chaque fois qu'il va trouver add, il va se dire ok, j'utilise la méthode add, il y a un plan de conception qui est là. Ensuite il regarde, premier argument c'est un flottant, deuxième argument c'est un flottant. Mais effectivement, on peut remplacer le t par des flottants, et ben du coup, d'office, le t ici sera remplacé par un flottant aussi. Et du coup, ce sera une fonction qui additionnera deux flottants. Il fera pareil pour le string, il va changer les types. Et il le fait à votre insu, C++, mais à votre insu, le C++ remplace tous les t par les types et on va dire qu'il définit ces fonctions-là à votre place. D'accord ? C'est pas dynamiquement, c'est pas l'exécution qui le fait. Il faut lui dire, c'est à la compilation qu'il doit connaître plus ou moins les types. Ici, il connaît les types, pourquoi ? Parce que lorsqu'il compile, il compile tout le fichier. Donc à chaque fois qu'il voit add, il va se dire, est-ce que j'ai un plan de conception ? Enfin, il va se dire, de quoi est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'une méthode, d'une fonction add qui additionne deux entiers. Et ici, deux flottants, par exemple. Et il va voir s'il y a un plan de conception qui peut les faire, et ensuite il le crée. D'accord ? Voilà. Mais on verra par après que c'est pas aussi simple que ça lorsqu'on fait dans des fichiers séparés. Ici, tout fonctionne parfaitement, vous pouvez faire avec n'importe quel type, juste avec ça, et tout fonctionnera parfaitement. Il créera les versions de la fonction dont vous avez besoin. D'accord ? Ici, il n'y a pas de souci. On verra par après que ça peut poser un peu de soucis parfois. Enfin voilà, ça sera pour après. Alors, c'est possible d'avoir aussi plusieurs types génériques. Alors, vous en mettez un deuxième comme ceci. Voilà. Les noms ici, c'est vous qui les choisissez, évidemment. Hop, par exemple, on va additionner un élément du premier type avec un élément du deuxième type et on return un élément de l'autre type. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Est-ce que ça marche comme ça? Oui, ça marchera toujours comme ceci. Sauf qu'ici, évidemment, les deux types valent la même chose. Maintenant, je peux faire ça. 3.4.
hop, on va faire petit à petit. Voilà. Donc là, ce qu'il va faire, c'est, voilà, ce qu'il a fait ici, c'est, il a remplacé ce type-là par un entier, vu que ça c'est un entier, et ce type-là par un flottant. C'est un flottant, il a return un entier. Effectivement, il y a un entier. Maintenant, si on inverse les deux, qu'on met 2 ici et 3.4 ici, là il va détecter que c'est un flottant, du coup le t va être remplacé par un flottant, et du coup la valeur de retour aussi. Et voilà, on a 5.4. Et le u remplacé par un entier juste là. Donc voilà le principe des templates, c'est de créer des fonctions totalement génériques. Voilà. Ça remplace le pointeur générique qu'il y avait en C, mais maintenant il existe toujours, vous pouvez toujours le programmer. Et ça a toujours son utilité lorsqu'on fait du bas niveau. Ok. Alors, autre petite subtilité, je vais le montrer maintenant avant d'oublier. On va garder le T. On peut mettre des constantes de type primitif dans les en argument de template. Par exemple, vous pouvez mettre n, comme ceci. Voilà. Et ce que vous pourrez faire, c'est appeler votre méthode. Vous mettez... Alors, oui. Attendez, je vais d'abord montrer comment est-ce qu'on peut appeler différemment avant d'expliquer ça, parce que sinon ça va pas avoir de sens. Oui, donc là, de base, on est en version quoi? Version 2020 du C++. La norme, le standard, c'est le 2020. Et là, il détecte automatiquement les types, hein, donc le float et l'entier. Il me semble que dans les anciennes versions, il ne le détectait pas automatiquement. On va tester en enlevant le standard, et là, il met en 1998. Voilà. Là, il dit no matching function for call to add. Ah, c'est bien, je fais de l'anglais. En plus, demain, j'ai examen d'anglais. C'est parfait. Cette vidéo tombe à pic. Du coup, là, il sait pas, il connaît pas. Là, il dit, ouais, il a ignoré la template, mais il veut qu'on le mette explicitement ici, les types qu'on utilise. Par contre, je ne sais pas s'il y a que cette version-ci, même si on le met comme ça, je pense pas qu'il saura l'apprendre. Je crois que c'est pareil, ouais, c'est pareil. Eh ben, on peut lui dire explicitement, en ouvrant les chevrons juste avant les paramètres, et vous dites, premier paramètre c'est float, et deuxième paramètre c'est un entier. Voilà. Hop. Pourquoi tu veux pour? Oh, oui, comment? Ah oui, c'est parce que j'ai enlevé le deuxième. Du coup, on va garder juste le premier. Voilà. Et là, ça fonctionne. On le met explicitement. Maintenant, dans les versions récentes, il le fait tout seul. On l'a bien vu juste avant. On va rester dans la version récente. Mais on peut toujours le laisser. Regardez, hop, je prends la version 2020 et ça fonctionne. Là, il n'y a pas de souci. Ça marche. Et donc là, il additionne bien des floats. Maintenant, vous pouvez changer. Mettez unsigned, et même avec des floats. Bon, là, il vous mettra un warning, parce que vous dites, je veux un unsigned, mais vous mettez des floats, ça marchera, il vous met juste un warning, que vos floats ici seront castés en unsigned. Et voilà, là, on a bien quelque chose d'entier. Voilà. Pratique aussi, hein, le placer comme cela, parfois ce sera obligatoire, on verra par après. Cette vidéo va être assez longue, parce que les templates, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ok. Donc voilà à quoi ça sert les templates. Alors juste pour exemple, on va juste appeler ça en tant que fonction. Hop. Il est possible, on va laisser void, on s'en fiche. Il est possible de déclarer des valeurs, aussi des valeurs constantes, qui sont des variables. Je crois que c'est qu'avec les types primitifs que ça fonctionne dans les templates. Alors regardez, on va vite fait faire le code, vite fait bien fait. Hop, on peut afficher une variable qu'on a mis en template ici. On appelle f, donc là comme ceci ça marchera pas. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'on n'a pas mis le n, et le n est obligatoire, d'accord, et il ne sait pas le détecter comme ça, le n, ce n'est pas possible. Du coup, oups, ce qu'on fait c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre un type ici, on met une valeur. Et là il le détectera, voilà, ça compile, et là il affiche bien 666. Ça peut avoir ses utilités, c'est pas courant, j'ai utilisé une seule fois personnellement dans du traitement d'image, mais c'est tout. Mais ça peut avoir son utilité. Et vous pouvez aussi, ah bah regardez, une utilité, vous voulez avoir créé un vecteur n comme ceci, voilà, qui est créé non dynamiquement, qui est en mode statique, bah vous pourrez faire comme ceci. En faisant ça, vous créez un vecteur de 666 dans la fonction. Bon, pourquoi pas, ça peut avoir son utilité aussi.
Donc les templates, comme des paramètres, peuvent avoir des valeurs par défaut. Hop, sauf que là, ça ne devrait pas fonctionner. Ah si, ça fonctionne, ok, d'accord. Voilà. Donc vous mettez la valeur par défaut, on la met à 6, bah, il m'affiche 6. Vous pouvez, pour appeler valeur par défaut aussi, juste mettre le chevron comme cela. Ça fonctionne aussi. Ou alors, vous remplacez la valeur par une valeur à vous. Et ça fonctionne tout autant. Voilà. Donc la petite subtilité, j'aime bien le montrer. Les valeurs par défaut, ça marche aussi avec les types. Classe T, float, par exemple, ça marche aussi. Hop. Je montrer que ça compile. Bon, par contre, le N, il ne marchera pas. Ici. Hop, voilà, ça compile. Et vous pourrez toujours mettre les valeurs que vous voulez, enfin les types que vous voulez. Mais vous pouvez mettre des valeurs par défaut, et ça c'est intéressant. Ça marche un peu comme des arguments, sauf que ce sont des types ici, ou alors des constantes, ça arrive aussi, comme je vous l'ai montré. Ok, hop, on dégage ça, maintenant on va passer aux choses un peu plus sérieuses, je regarde si je n'ai rien oublié d'ici. Donc là on a vu que les fonctions. Donc c'est déjà intéressant, mais en C++, ce qu'on fait c'est de l'orienter objet, en général. Quand on fait du C++, sinon on fait du C, eh ben, pourquoi pas utiliser les templates pour des méthodes de classe. On va créer une classe, objet, on va pas se casser le cul. On va tout mettre en public. Hein. Hop. Là, on va mettre un argument qui est un nom, on s'en fiche. On va vite fait mettre un constructeur, nom. On initialise le nom grâce à une liste d'initialisation. Hop, voilà. Ok, un constructeur, on s'en fiche du destructeur. Et ce qu'on va faire, c'est créer une méthode. Qu'est-ce que pourrait faire la méthode une méthode. On va faire un truc qui n'a rien à voir avec la classe objet. On va faire une méthode affiche. Voilà. Qui prend en paramètre un type quelconque et qui va l'afficher. Voilà, pourquoi pas. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire dans la méthode aussi. P, voilà. Et le code, ce sera cout P. Voilà. Point virgule. On n'oublie pas de préciser que c'est une méthode template, classe T, voilà. Et j'ai envie de dire que de base, c'est une string. Le type de mon type inconnu, ça va être une string. Ok. Je vais compiler, voir si j'ai rien oublié, et je n'ai rien oublié. On va créer un objet, O. On va l'appeler Arthur, et on va faire O.affiche. O.affiche avec une donnée, ce sera hello. Voilà. Ça fonctionne. Maintenant, si je mets 6666, ça fonctionne aussi. Là, il enlève le type de base et il le remplace par le type de celui-ci. Voilà, c'est aussi con que ça. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez faire comme cela aussi. C'est toujours bien de préciser les types, hein, quand c'est assez ambigu. Mais ici, bon, ça passe, c'est juste un cas scolaire. Mais si vous faites ça, là par contre, ça va un peu moins aller. Voilà, là, ça fonctionne pas, vu que si ce chiffre-là n'est pas intégrable dans une string. Voilà, voilà. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'on fait exactement la même chose avec les méthodes. C'est possible. Voilà. Alors, j'ai des beaux exemples, justement pour ça. On va vite fait... ouais, je vais montrer un bon exemple. Oups, je vais pas tout effacer. Pour le prochain point. Il est possible de créer des classes templates aussi. Là, on a vu les méthodes et les fonctions templates, pour la même chose. Et bien là, on va voir les classes templates. C'est là que ça devient vachement intéressant. Notamment lorsque vous utilisez, vous créez une liste chaînée. Vous créez une classe. Ici, on va pas faire une liste chaînée, on va faire un vecteur, d'accord. C'est le même principe, c'est un conteneur. On crée un vecteur. On a des données d'un certain type. On va prendre un type int avec une certaine taille. Public. Donc là, on va créer une classe qui va manipuler des vecteurs. On a notre constructeur. Je crois qu'on va juste le laisser comme ça. Voilà. On va voir get
data, un certain index, ça ce sera pour retourner une valeur du vecteur, donc return data de i, voilà. J'ai mon plan à côté, je crois que je vais copier-coller vite fait le truc. Hop. Allez. Là. Les types T, on va vite les remplacer, on changera après évidemment, vous voyez le truc venir de toute façon. Int, donc la taille c'était 5 ici, et int, voilà. Je vais regarder si j'ai pas fait d'erreur. Ouais, point virgule, c'est un classique, voilà. Ok, donc là ce qu'on a c'est un vecteur, un objet vecteur v, voilà. On va cout v crochet de 2. Alors pourquoi j'utilise le crochet? Bah, c'est parce que j'ai surchargé l'opérateur crochet. D'accord, ça on avait vu ça dans les autres vidéos, la surcharge des opérateurs, notamment celui-ci. Hop, voilà. Donc là je réexplique vite fait les méthodes. Ça c'est pour obtenir une donnée du vecteur, ça c'est pour en modifier une, ça c'est pour obtenir la taille du vecteur, ça c'est pour obtenir une donnée du vecteur mais par l'opérateur crochet-crochet en lecture. Et ça, c'est pour obtenir une donnée et pouvoir la modifier. On le retourne par référence. Voilà. Ça, c'est vite fait le bazar. Et voilà. Donc là, évidemment, on a des valeurs bizarres. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien initialisé du tout. Hop, hop. Voilà. Ça fonctionne. Alors, c'est possible que ça ne fonctionne pas chez vous si vous utilisez des versions antérieures à C++11. Je crois que C++11, ça fonctionne. Ouais. Mais je sais pas s'il existe celui-là. Il n'existe pas. C'était version... On va prendre 98. Voilà, là ils disent c'est une extension du C++. 11, voilà, enfin bref, on s'en fiche. Ça fonctionne. Maintenant, si j'ai envie de faire un vecteur de float, un vecteur de string, un vecteur d'objet, ah ben j'aurais écrit le même, mais avec un type différent. Ah ben pareil, on utilise des templates. Alors je vais vite copier-coller le template que j'ai déjà fait. Comme ça ira plus vite. Voilà. Et voilà, là on a notre template. Je vais compiler quand même pour voir si j'ai rien. Voilà. Alors, c'est exactement la même classe, sauf que on a remplacé le type int par un type générique, d'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est on a créé notre classe comme d'hab, hein, sauf que devant, comme pour les fonctions, on a rajouté un template avec le type qu'on veut. Et en plus, un petit bonus, j'ai rajouté une constante template ici, qui est racimissée dans la donnée. Enfin, dans le tableau de données, qui définira la taille du tableau de données. Voilà, ça ce sera lorsque vous déclarez votre vecteur. On peut même faire mieux, on peut mettre une valeur par défaut qui est à 10, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, c'est la même chose, sauf qu'on a tout défini génériquement. Voilà. Sachant que le n peut être accessible dans toutes les méthodes de la classe. Petite constante ici. Du coup, on va tester. Vector. C'est quoi? Je me souviens plus ici. Donc vecteur v, on va mettre des flottants. 3.14. Alors oui, je mets 3.14 ici. Pourquoi? Parce qu'il va initialiser tout le vecteur par 3.14. Tous les éléments. Voilà. Ça devrait fonctionner. Voilà. Et ici, il n'y a pas besoin de préciser le type. Là. Tout simplement parce que je suis en C++ 2020. Et du coup, il reconnaît le type grâce au nombre ici. Maintenant, si j'avais un constructeur par défaut, que j'avais rien, il n'aurait pas pu reconnaître. Et du coup, il aurait fallu mettre le type entre chevrons. Voilà. Bon, la syntaxe est dégueulasse, mais on peut pas faire autrement. Ok. Alors, on va afficher le vecteur for i égale à 0. Donc i est plus petit que v.size. I plus plus. Voilà. Et on va afficher chacun des éléments du vecteur. Et ça marche pas. No viable construction hors déduction guide. Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'aime pas ça. On va l'enlever là. Voilà. Et voilà, donc là on a bien tous nos éléments. Alors oui, je crois qu'il râlait, est-ce que j'ai mis float? On va modifier, on va mettre 50 éléments. Voilà, ça devrait aller. Pourquoi il veut pas là?
Ah oui, non, c'est moi qui suis bête, je le mets au mauvais endroit. C'est ici qu'il faut le mettre. C'est à côté du type, évidemment. Voilà, là, ça fonctionne mieux. Et là, on a un peu plus d'éléments parce qu'on lui a dit de mettre 50 éléments dans ce cas-ci. Ok. D'ailleurs, en C++, vous avez ce qu'on appelle vector. Vous avez aussi list. Vous avez aussi... comment il s'appelle lui? Stack peut-être? Stack, voilà. Donc vous avez plein de headers, de librairies. Vector, c'est l'équivalent de ceci, bon, plus élaboré évidemment. Et ces éléments, et aussi lorsque vous utilisez vecteur du C++, vous mettez des données int par exemple, voilà, et vous avez un vecteur d'entier. Ça c'est un vecteur plus dynamique, hein. Vous faites v.pushback et vous mettez une valeur dedans, ça fonctionnera. Voilà. Donc ça existe déjà en C++. Vous pouvez mettre une liste aussi et ça fera pareil. Entre liste c'est une liste chaînée et vecteur, ben, c'est un vecteur. Comme ici, mais dont la taille peut changer quand même. Ok. Donc voilà. Donc ça c'est comment faire une classe template, donc une classe avec des types génériques à l'intérieur. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs types génériques, vous pouvez avoir plusieurs constantes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez même aussi, on va vite fait faire ça. Objet. Là on crée vite fait une classe comme ça, on s'en fiche. Hein. Classe objet 2 public. Objet 1, objet 2, objet 3, public. T. Merde. J'ai fait un commande Q, du coup, bah, il m'a effacé, enfin il m'a niqué tout. Voilà, je vais juste mettre le chargeur, moi. Voilà. Ok. Où est-ce qu'il est? C'est bon. Tout est revenu en place. Donc voilà. Hop. Comme ceci. On crée une autre classe template. Classe T. Voilà. Et bien ici, ce que vous pouvez dire, c'est cet objet-ci, je veux qu'il hérite d'un type quelconque. Par exemple, objet 3. Oh. Donc là, comme ça ne marchera pas. Là, ça ne marchera pas, mais si vous mettez que objet 3, donc dans les listes de templates, l'initialisation des templates, vous mettez un type, et là, ça fonctionnera. Ça veut dire que l'objet O aura hérité de objet 1. Mais ce sera un objet 3 quand même. Donc voilà, vous pouvez aussi faire de l'héritage en template, ça fonctionne. Moi, je fais beaucoup d'héritage en template, personnellement. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez pas mettre int. Ça n'a pas trop de sens vu que bah, int c'est pas un objet. Du coup, vous pouvez pas hériter d'un int. Maintenant, je crois qu'on peut hériter d'une liste, par exemple, du C++. Pourquoi pas, après tout? Ah bah oui, ça marche. Ouais. Vous pouvez créer n'importe quel type. Et vous pouvez mettre des templates dans des templates. Ça fonctionne. Vous pouvez hériter d'un objet 3 qui hérite lui-même d'un objet liste. Ça marche? Oui, ça marche. Vous pouvez même hériter d'un objet 3 qui hérite d'un objet 3 qui hérite d'un objet 3 liste. Voilà, bon, c'est moche, on peut faire ça, voilà. Vous pouvez vous la péter avec ce genre d'écriture là, c'est drôle. Hop. Non, parfois. Youp, youp. J'aime bien faire comme ça. Voilà, voilà, on a tout séparé. Enfin bref, voilà, donc ça je vous montre que c'est possible et c'est pour. Enfin, personnellement, je dis ça souvent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Donc l'héritage en template, c'est vu. Alors oui, je vous avais montré vite fait Vector. Il y a aussi un autre qui s'appelle Map que j'aime bien utiliser. Là c'est oups, Map. Alors qu'est-ce que c'est une map? Vous allez voir maintenant. C'est comme un vecteur plus ou moins. Sauf que lui c'est pas pareil. Regardez, on va être des flottants. On va l'appeler M. Vous pouvez faire M entre crochets hello égale à 3.14. M entre crochets world égale à 1.2.
j'affiche hello. Vous allez voir, c'est assez fun comme truc et super pratique, j'ai encore utilisé ça hier. Voilà, donc les maps, c'est une classe template dont le premier type est une clé, deuxième type les valeurs à contenir. Donc map c'est un conteneur aussi, comme une liste, comme un vecteur. Sauf qu'ici, dans un vecteur, la clé c'était l'indice. Vous faisiez vecteur crochet 0, crochet 1, etc. Ça, ce numéro, c'est l'indice, la clé, si vous voulez. Eh bien, map, c'est vous qui décidez de quel type est la clé. Ici, bah, ma clé, c'est un type string. Et du coup, bah, je fais comme ceci. Type string, c'est ma clé. Et les données que je veux contenir, c'est des flottants, par exemple. Et du coup, j'y accède comme dans un vecteur, sauf que bah, c'est pas des entiers, les indices, c'est des strings. Voilà. Super pratique. Vous pouvez mettre des pointeurs, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça fonctionnera. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple de template. Qu'est-ce qui reste? Alors, oui, constante dans template, pointeur. J'ai un truc, c'est constante dans template, pointeur de fonction. Je ne sais plus ce que je voulais dire par là. Ça va peut-être me revenir après. Pointeur de fonction. Ah oui. Ah oui, mais ça on n'a pas encore vu de toute façon, du coup on verra ça plus tard. Non, c'est pas. Je crois pas que c'était ce que je voulais dire. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les points H et les points CPP. Ça, c'est assez important. Du coup, ce qu'on va faire, c'est créer deux autres trucs. Point HPP. Point CPP. Voilà. Je mets les include guard, if and def. Là, il va falloir s'accrocher. Au début, c'est pas évident. J'avais du mal les templates au début. Et je fais toujours des erreurs d'ailleurs. Mais pas des erreurs dans ce qu'on a vu encore. C'est dans ce qu'on va voir maintenant. Qui est assez casse-couille niveau syntaxe. Oui, il recharge. Ok. Alors. Ce qu'on va faire, c'est créer une classe template. Classe T. On va l'appeler objet. On va pas se faire chier encore une fois. Objet. Allez. Voilà. Tout mettre en public. Et lui, ce qu'il va avoir, c'est juste contenir un objet de type T. Voilà. C'est juste ça. On va pas s'emmerder. On va juste quand même créer une petite méthode print. Voilà. Voilà, une petite méthode. Ok. On va définir tout ça dans un point H. Mode HPP. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire. Donc, il n'y a pas de constructeur ici, on n'a pas fait, c'est pas grave. Alors, on va définir la méthode print void objet print comme cela. Jusque là, on peut quand même afficher le O. Parce que là, pas de souci, bon, c'est pas fini encore. Inclure le mode .h, pp. Ah oui, j'ai oublié. On va mettre étoile, voilà. Et là, voilà, petite erreur. Il dit que l'objet n'est pas une classe. Eh ben, pareil, hein. C'est parce qu'on n'a pas reprécisé le template. Donc, dans la définition de vos classes, il faut repréciser le template. Donc, comme ceci. Et vous mettez objet T. Voilà. Alors, si vous aviez eu un constructeur, c'était pareil, comme d'habitude. Vous mettez votre objet, donc, votre constructeur, hein, et puis patati. Et au premier objet, vous mettez votre type. Voilà. Ou plusieurs types si vous en avez plusieurs. Ça, c'est la syntaxe à avoir. Vous rajoutez cette ligne-là, plus vous précisez entre crochets. Ok. Donc là, oui, il n'a pas déclaré, c'est normal. IOStream. Voilà, là, pas de souci. Ce qu'il a fait, il a compilé la classe T. La classe objet. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va créer un objet. Objet.
qui va contenir un flottant, ou même une string. On va l'appeler O, et on va faire O.print. Donc là, logiquement, il devrait m'afficher une string. Maintenant, on va quand même mettre O. L'appeler comment l'argument? O.O, bah du coup, oui. Hello world. Et là, logiquement, il devrait y avoir un souci. Voilà, cette erreur-là, c'est l'erreur qui me fait péter des câbles. Ça, en gros, ça vous dit qu'il trouve pas votre classe. Il connaît pas objet de string. Là, il connaît pas du tout. Il connaît objet, mais il connaît pas objet de string. Là, il y a Lévi qui fait drôle de bruit. Donc là, il connaît pas objet de string. Pourtant, là, on a quand même notre template qui devrait détecter automatiquement. Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'on est dans des fichiers séparés. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va compiler d'abord votre mode ici, enfin le fichier .cpp où est contenu votre classe. Il va le compiler. Et il va regarder en même temps quel type d'objet est-ce qu'il va faire. Un objet qui prend des strings, un objet qui prend des entiers, des floats. Eh bien ici, on ne lui dit rien. Il va compiler tout ça, mais on ne lui dit rien du tout. D'accord? On lui dit rien du tout, on lui dit pas ce qu'il doit faire. Du coup, il compile un truc, mais il a aucun type à se mettre sous la dent. Alors quand on était dans le main, tout était dans le même fichier, du coup, il savait ce dont il avait besoin. Mais ici, c'est dans des fichiers séparés. Premier fichier, il va compiler notre mode, mais il ne sera pas compilé avec quel type en fait. C'est pour ça. Du coup, il faut lui préciser que c'est avec un string. Il ne sait pas vous le dire automatiquement. On inclut peut-être mode.hpp, mais c'est le .cpp qu'il faudrait inclure si on veut qu'il trouve notre type. Ok. Bon là, il faut capter ça, c'est pas toujours évident au début. Donc là, en gros, il sait pas ce que c'est objet string. Il faut le lui dire. Ça, c'est la contrainte des fichiers séparés. Eh ben, pour ça, on va déclarer un template. Là, on déclare le template. Donc, ici, on instancie un template, d'accord? Donc, on instancie un objet. Et lorsqu'on avait notre définition ici un peu au-dessus, l'instanciation indiquait à la définition au-dessus quel type il devait utiliser. Mais ici, vu que c'est des fichiers séparés, il ne sait pas le deviner tout seul. Du coup, il faut déclarer le template cette fois-ci. Et pour ça, on fait comme ça. Je déclare une classe template, objet, de quoi? De string. Alors juste pour éviter l'erreur, on va mettre include string ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On lui a dit, ok, attention, compile-moi mon template pour des objets qui prennent des strings. Alors là, je croise les doigts de ne pas avoir fait d'erreur. Et là, j'ai l'impression que ça compile. Et là, hop, ça fonctionne. Et pareil, si je veux mettre des entiers dedans, là, il connaît pas le type int, bah du coup, il faut le lui dire. Ça a un léger désavantage par rapport à avant. Parce qu'avant, on s'en fichait de savoir le type à l'avance. De toute façon, on utilisait nos classes, etc., etc. Et ben là, non. Ça, c'est un inconvénient. Maintenant, qu'en est-il de ces classes-là? Parce que tout à l'heure, on avait vu Vector. Yep, je voulais pas le mettre là. Tout à l'heure, ah bah, il est déjà là. On avait vu l'objet Vector. Hop. Et si j'ai envie de lui passer classe, la classe Popo, allez hop, on se marre un coup. Et je veux que mon vecteur il contienne des popos. Voilà. Pourquoi pas. Et on a un vecteur de popo. Alors je sais pas si là. Oui, c'est bon. Donc là il compile. Bah comment il sait alors? Parce que justement, on a. Lui, la classe vecteur, le fichier vecteur, il est déjà compilé, lui. Enfin, le vecteur, c'est dans d'autres fichiers qu'il est créé. Alors comment ça se fait que lui, il connaisse le type et qu'il ne nous mette pas la même erreur qu'ici? Vu qu'on ne l'a pas déclaré. Popo, il le connaît pas à l'avance, c'est moi qui l'ai créé. Eh bah, tout simplement parce que lui, dans le vector.hpp, son code n'est sûrement pas dans le .cpp. Alors, je ne l'ai jamais vu, mais je m'en doute fort. C'est qu'il y a une autre manière de faire, c'est vous prenez votre code et vous mettez tout dans le .h. Ça compile. Et là, dans ce cas-ci, le truc qui va se passer, c'est que
lorsque vous inclurez mode.hpp, le include ici, il va copier le .h et le mettre dans votre fichier ici. Du coup, votre main fera partie du mode.hpp. Les deux fichiers seront combinés en un seul, et du coup, étant donné que la classe sera du coup dans le même fichier que main.cpp, ce sera comme tout à l'heure, eh bien, il pourra détecter les types dont il aura besoin, étant donné qu'il compile le même fichier. Et dans le même fichier, il y a toutes les données pour pouvoir compiler les templates qu'il veut. Et bien, vector, ça doit sûrement être pareil. Ça doit être dans le point HPP. Et du coup, c'est pour ça que les types, on peut mettre n'importe quoi. D'ailleurs, je vais vous montrer que ça fonctionne bien avec notre objet. Hop. Ouais, je me suis trompé. Voilà. Et voilà, ça fonctionne. Y a pas de... Là, il détecte. Pourquoi? Parce que lui, maintenant, il fait partie du point CPP grâce au include du CPP. Voilà. C'est aussi con que ça. Enfin, aussi con. Il faut que ça tourne un peu en tête d'abord. Personnellement, j'ai pas tout capté le premier coup. Voilà. Donc ça, c'est une des plus grosses difficultés avec les templates, c'est que pour faire des fichiers séparés, c'est pas toujours évident. Surtout que si, comme la classe vector, vous ne savez pas du tout les types que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas les déclarer dans le point CPP, vu que vous pouvez voir une infinité de types. Vous pouvez contenir une infinité de types dans un vecteur. Du coup, la solution, vous mettez tout dans le point HPP, vous incluez le point HPP, et hop, c'est bon. Ou alors, autre solution, c'est vous avez votre point HPP, vous créez votre point CPP, et vous incluez juste ici le point CPP, si vous voulez, de votre module. Voilà, ça marche aussi. Maintenant, bon, c'est pas très propre. Moi, personnellement, quand j'ai des classes templates, un peu comme des vecteurs qui prennent des types, qui peuvent prendre des types infinis, je les mets dans des points HPP, comme ça. Sinon, quand c'est des types dont je peux prévoir, des types que je peux prévoir, je les déclare ici comme ici. Voilà. Vous pouvez peut-être avoir un template primitif, ok, un vecteur primitif, où vous créez une classe vecteur primitif, et lui sera un vecteur qui contiendra, sera un vecteur classique, sauf que lui, il n'aura pas des objets, ce sera que des petites, comment dire, des types primitifs, des chars, des floats. Et vu qu'il n'y en a pas 3000, vous déclarez chaque template comme ceci, template classe vecteur primitif int, en dessous le char, le booléen, etc. Juste les templates que vous voulez. Voilà. Donc pour des templates restreints, c'est bien de faire en .cpp et de les déclarer après, comme ici. Mais si vous avez des templates qui peuvent avoir des types totalement infinis, vous le mettez dans le .hpp. Ou alors vous déclarez tous les types dont vous avez besoin ici, mais ça en fera beaucoup. Surtout si vous importez vous donnez votre librairie à quelqu'un, et qu'elle est déjà compilée, le gars il ne saura pas utiliser votre librairie avec ses propres types. Voilà. Bon, c'est la difficulté des templates qui est un peu casse-couille, mais bon, voilà. En Java, par exemple, ça, il n'y a pas. Et en Python, encore moins. Pour moi, le plus gros défaut du C++, c'est les templates. Même si, franchement, c'est quand même pas mal. Mais la syntaxe, c'est quand même vachement casse-couille à faire. Ok. Oui. On va voir un dernier petit truc, c'est un peu plus fun ici. Ah oui, deux trucs qui restent. Voilà. On va s'en ficher de ça. Est-ce que ça compile toujours? Oui, ça compile. On enlève Popo. Non, on va garder Popo. Public int a. On s'en fiche. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est l'opérateur de casting. Je sais pas si j'avais montré, mais vous savez, quand vous faites y est égal à 3.14 et que vous faites int, vous castez. Voilà. Vous pouvez surcharger cet opérateur-là pour des classes. Voilà, un peu comme on surcharge un plus, un moins, un égal, etc. C'est le même principe. Pour ceci, on va définir opérateur, le nom du type qu'on veut caster. Ici, on va faire un truc générique. Voilà. Et return. Donc là, on caste le A en un certain type. On en fait une template. Classe T. Voilà, ça fonctionne, j'espère. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait ici, pas bien compliqué. P.A, on va mettre 666 dedans.
Je vais afficher p.a. Voilà. Si out. Et j'aimerais bien afficher float par exemple de p. Donc là, ce qu'il va faire quand il va arriver ici, il va regarder s'il n'a pas un opérateur de casting. C'est l'opérateur de casting. Il va remplacer le t par le float et il va caster le a et le retourner. Voilà. Et on va pouvoir l'afficher. C'est le principe de cet opérateur-là. Et là, voilà, ça fonctionne. Bon, ici, évidemment, on voit pas trop la différence, hein, mais faites-moi confiance, ça fonctionne. J'aimerais vous montrer, donc à la base, je faisais ça pour ceci. Voilà. Alors, je regarde si j'ai pas fait d'erreur, ce truc-là à chaque fois. Ok, ça marche. Voilà. Il est possible de préciser aussi pour le type que c'est un pointeur en faisant comme cela. Donc là, on caste pour un type quelconque, mais qui n'est pas un pointeur. Si on n'avait pas eu celui-ci, ça aurait marché quand même, mais ici, on casque exprès pour les pointeurs. Ça, c'est pour le casting en valeur, et ça, le casting en pointeur. Logiquement, ça devrait fonctionner. Je fais pas ça souvent, j'ai fait qu'une ou deux fois, mais ça devrait fonctionner. Pour ça, donc on va regarder comme ceci. Donc là, on a le casting float, et on va caster, je sais pas moi, on va faire un pointeur de float étoile, pourquoi pas. Ici, ça n'a pas forcément de sens, mais c'est pour vous montrer que c'est possible. Hop. Et voilà, là on a bien une adresse qui a été fournie. D'accord? Pour montrer qui choisit la bonne, on va faire ptr ici. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut montrer. Hop. Ptr et valeur. Et voilà, donc là, on a bien val au début, puis ptr après. Il arrive à choisir le bon info. Si vous voulez caster votre classe en pointeur, bah vous pouvez définir le comportement pour un pointeur. Pareil pour une valeur. Ça peut être extrêmement pratique aussi. J'ai utilisé ça notamment quand j'ai fait une librairie de réseau, d'ailleurs. Voilà, enfin bref, que je montrerai peut-être une fois, voilà, si je la recommence pas encore une fois en plus. Ça va commencer à être un peu long cette vidéo sur les templates. Je suis juste curieux. Voilà, là il fait un peu moins le malin ici. Ok. Donc là c'est toujours bien de préciser pour les pointeurs, mettre comme ceci à définir l'opérateur de casting. Voilà, ou même pas forcément opérateur de casting, ça peut être autre part aussi. Mais on voit l'utilité surtout par ici. Ok, donc là, ça c'est un truc que je voulais vous montrer, ça fonctionne. Dernier truc, c'est les spécialisations. Hop, donc, comme tout à l'heure, on va vite fait recréer template classe t add a t b return a plus b. Parfait. Je veux additionner, qu'est-ce qu'il y a comme objet dans le C++? On va en créer un vite fait. Je veux additionner, on va prendre float y, 6 et 6, public, voilà, je peux faire une structure, mais bon, tant pis. Donc là, si je fais cout de add 5 avec 6, il m'additionne 2 entiers. Comme on a vu, tranquillou pilou, ça fait 11. Maintenant, si je veux additionner au point y égale 4, si je veux additionner au avec lui-même, pourquoi pas, et bien voilà, ça fait des erreurs. Et ça dit bah qu'il trouve pas en fait. Tout ça pour dire qu'il trouve pas bah, votre méthode. Il sait pas additionner deux objets O. Bah, soit vous surchargez l'opérateur égal const O comme on l'avait vu auparavant. Return. Je fais vite fait le code. Hein. Désolé pour le nom des variables, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Hein. Point y est égal à O plus y. J'espère que je fais pas de conneries. Ah, j'espère que tu marches. Oh, il veut pas. Non, c'est pas l'opérateur égal, je suis un peu mongol, moi, c'est plus. Voilà.
Il veut toujours pas. Invalide opérande. Oui, pourquoi je fais O.Y? Mais pourquoi tu ne veux pas? Novia conversion, qu'est-ce que je fais? Oh là là, je return les trucs qu'il faut pas. C'est dès que je return, moi je vais un peu vite. Bon, voilà, quand on utilise des noms de variables super beaux. Mais putain, qu'est-ce qu'il veut? Il n'aime pas du tout. Si je le mets avant. Ah, il fallait que ça arrive au dernier point qu'on allait voir, mais bon, ça arrive, ça arrive. Invalide opérant ou binary expression. Ah, bah oui. Je return aussi et je veux afficher un O, bah il connaît pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est comme dans les versions d'avant, dans les épisodes d'avant. On va surcharger, ça on fait un petit peu de récap. On va surcharger l'opérateur de flux, de sortie, notamment out, const, object, oh, voilà. Et on return out avec y.y. S'il te plaît, casse pas les couilles. Parfait. Et là, ça fonctionne. Donc là, bien additionné deux fois, ça fait plus 4. Voilà, donc là, ça fonctionne. Maintenant, c'est pas ce que je veux montrer. Si j'ai pas l'opérateur plus et que j'ai pas envie de l'implémenter, eh bien, je peux spécialiser la template. Alors, comment je fais ça? Je veux spécialiser ma template. Syntaxe bizarre, encore une fois, vous allez voir. Je vais la spécialiser pour le type O. Donc là, j'aurais écrit le prototype, mais pour le type O. Voilà. Ceci s'appelle une spécialisation. Alors là, c'est pareil. Je vais essayer de pas me gourer ici. A.y est égal à... déjà, je peux pas prendre un truc du même nom. C'est égal à A.y plus B.y. Bon, ça, c'est une simple addition, on s'en fiche. Voilà. Donc là, s'il te plaît, marche. Évidemment. Là, ce que j'ai fait, c'est spécialiser. Voilà, ça fonctionne, c'est pareil. J'ai spécialisé, en fait, ma fonction template pour qu'il fonctionne particulièrement avec les O, la classe O. D'accord? Voilà. Si vous ne spécialisez pas, pas de souci, vous avez le type classique, enfin le template classique, sinon vous pouvez spécialiser. Et ça fonctionne pareil pour les classes. C'est exactement la même chose. Classe template. Je commence à plus avoir de voix. Classe A. Oui, les noms, je suis très inspiré. D, A, voilà. Pom pom pom. Oh, j'ai pas d'exemple en tête. Print. Oh, oui. Template. Oh là, j'ai un petit doute. Template A de. Donc là, je veux spécialiser pour des entiers, par exemple. Alors, logiquement, je fais pas ça tous les jours. Ah, déjà, j'ai pas mis de constructeur, c'est print. Je mets void. Voilà. Ah mon dieu, ça compile. Du coup, la syntaxe est bonne. Bah voilà, c'est la même syntaxe, sauf que bah ici, vous faites pour les classes. Voilà, le template avec les chevrons bizarres. Vous faites si out de A. Handle. Voilà. Ok. Donc si j'utilise la classe A pour des flottants et que je fais A.print, logiquement il m'affiche rien du tout. Vu que le code est vide, s'il te plaît fonctionne, évidemment tu fonctionnes pas, print est privé, public. Voilà, il affiche rien, c'est normal, le code classique de la template est vide. Maintenant si je fais un int, il va aller chercher dans la spécialisation et il va m'afficher une valeur. Voilà, bon là c'est une valeur quelconque. Donc voilà, ceci clôture les templates. On verra d'autres classes de templates par plus tard. Donc là, assez important aussi la spécialisation, ça peut être vachement pratique. Syntaxe vraiment dégueulasse, mais au moins c'est pratique. Ok, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va faire des trucs, mon truc préféré, ce sont les fonctions lambda. Voilà, ça se rapporte un peu au chapitre sur les pointeurs de fonctions que j'avais fait en C. C'est juste
la même chose mais en amélioré, vous verrez ça, c'est exceptionnel. Bon, eh bien merci à tous d'avoir écouté, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, et j'espère qu'elle sera pas là dans 2 mois celle-ci. Allez, tchuss.